Après cette thèse, je voulais continuer, mais effectivement, ça m'avait ouvert aussi à des problèmes, à approfondir, et en particulier, bon, cette idée, enfin, de veiller en quelque sorte pour un enfant nouveau-né à la stature droite, bon, qui est donc celle bon, de l'homme, enfin, bon, qui est, disons, une des caractéristiques, et qui s'exprime comme ça par bon, d'autres, des croyances, des coutumes, etc. Et puis, bon, donc, d'autre part aussi, il y avait une question qui se posait pour moi à ce moment-là, c'était l'idée d'un terrain. Donc, bon, j'étais toujours, enfin bon, je n'envisageais toujours pas effectivement un terrain exotique qui était un peu difficile, enfin bon, pour moi, enfin, vie personnelle. Et puis bon, je sais pas, je m'en sentais pas le courage. Enfin bon, ça pouvait être dur, enfin bon, à l'époque. Donc, et puis bon, il y avait quand même cet intérêt, enfin, pour l'Europe traditionnelle, disons, bon, voilà, pour dire les choses comme ça très, très rapidement. Et un terrain en France, je ne pouvais pas l'imaginer non plus, dans la mesure où du folklore, pour dire son nom, bon, il restait tellement peu de choses, c'était tellement épars, que pour arriver à faire une collecte bon, à peu près suffisante pour que c'est un sens, il y avait quelque chose qui pouvait aider, c'était effectivement une sorte d'insertion régionale quelque part, que, bon, effectivement, les ethnologues travaillant en province avaient, disons, une sorte de familiarité, mais que je n'avais pas du tout. Bon, parisienne, née à Paris, toujours vécue à Paris, bon, une maison de campagne proche de Paris qui bon, était la campagne, mais disons sans plus rien trop proche de Paris, quoi, pour avoir conservé quelque chose de quoi que ce soit de folklorique, nous dirons. Effectivement, des collectes, enfin, en particulier de contes, parce que bon, ça m'intéressait aussi, était possible pour des gens insérés. Bon, je pense par exemple à Daniel Fabre, bon, qui effectivement dans les Pyrénées audoises, bon, il était là, il était du pays, quoi, donc un accès beaucoup plus facile. Mais enfin, pour les contes, qu'est-ce que c'était essentiellement les gens âgés, bon, donc là aussi un corpus un petit peu différent de la grande époque. Et alors je me suis dit, au fond, oui, il y a un terrain qui s'offre à moi, qui est beaucoup plus facile, effectivement. C'est les bibliothèques et les archives, où ont été entassées des collectes de folklore et de contes en particulier, bon, avec cette grande collecte
de la fin du XIXe siècle jusqu'en 1914 en France, donc considérable, et qui ont été étudiés, mais enfin, bon, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail. Je me suis dit, bon, voilà, ça sera, les bibliothèques seront mon terrain. Et donc, ça, c'est quelque chose, oui, qui a été plus ou moins, effectivement, acquis comme idée, comme projet, en quelque sorte. Et donc, alors, bon, à cette époque-là, donc après ma soutenance de thèse, deux petits livres me sont demandés. Bon, c'est Mythes et croyances dans l'ancienne France, qui m'avait été demandé dans une collection plutôt historique. Et puis ce livre sur Van Gennep, donc Arnold Van Gennep, bon, le grand folkloriste qui a eu le tort de se dire folkloriste, justement, bon, qui est donc Van Gennep, sur qui n'existait bon, aucun travail. Enfin, bon, et donc, dans cette collection sur des ethnologues moins connus, chez Payot, un petit livre de poche, mais qui m'a fait, alors, bon, du même coup, approcher vraiment de près, enfin, bon, l'œuvre de Van Gennep, effectivement, avec bon, les rites de passage, enfin, son livre certainement le plus important, mais aussi bon, toute sa carrière, bon, quelqu'un de curieux, d'un peu effectivement, disons, marginal, hein, en particulier dans ses démêlés avec l'école sociologique française, qui ne pouvait pas admettre bon, ses points de vue. Et bon, ça valait vraiment la peine, donc j'ai eu plaisir. Et du même coup, j'ai été travailler, je suis retournée, enfin, bon, je suis allée souvent à la bibliothèque, au Musée des Arts et Traditions Populaires, qui donc, avait ses archives données par une de ses filles. Donc, donc, c'est un livre qui n'a pas été très bien reçu, dans la mesure où, bon, là, vraiment, c'était bien installé dans le milieu ethnologique français, et que c'était un folkloriste, c'était pas un ethnologue, un folkloriste, c'est pas sérieux, donc ça n'a aucun intérêt. À la rigueur, si les rites de passage, enfin, la théorie des rites de passage, oui, peut-être. Bon, je le dis quand même que le livre est paru l'année du centenaire de sa naissance. Ça a été la seule manifestation. Et bon, je n'ai pas réussi non plus. Son petit-fils vendait le manuscrit des rites de passage. Il avait besoin d'argent. Bon, donc après le livre, bon, il m'en a parlé, il a pris contact avec moi. Je n'ai pas réussi à le faire acheter en France. Et j'ai effectivement, bon, finalement, c'est le musée de Neuchâtel, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est Neuchâtel, qui l'a acheté, puisque bon, Van Gennep avait été donc professeur, et
très peu de temps donc, conservateur du musée. Et j'ai dit, enfin, je n'avais pas donné ma permission, mais bon, je lui ai donné ma permission morale dans la mesure où, bon, étant donné le peu d'intérêt de la France, c'était mieux que ce soit un endroit où on sache qui est Vangenep exactement. Donc, oui, c'est quelque chose de curieux et peut-être effectivement, bon, j'ai le chic pour m'intéresser à ce qui n'intéresse pas les autres. Ça peut être un créneau éventuellement. Voilà. Bon, je plaisante. Ben, enfin, bon, quand même, le livre a été reconnu. Et alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il a été, il a eu un compte-rendu rapidement, pas en France, mais dans le Times Literary Supplement, qui est, bon, disons quelque chose d'assez prestigieux. Bon, c'était plutôt pour le démolir, parce qu'en fait, il y a eu une erreur. Bon, j'étais classée comme structuraliste, enfin proche de Lévi-Strauss, et c'était plutôt Lévi-Strauss, le pauvre, qu'on attaquait à ce moment-là. Mais enfin, il y avait eu une réaction quand même immédiate, et ensuite une traduction en anglais. Donc là aussi, enfin bon, bon, ce qui montre encore un petit peu plus le désintérêt français. Bon, qui n'a pas été général. Hein. Bon, effectivement, je sais que beaucoup de gens m'ont dit plus tard, ah oui, on l'a lu, c'était une découverte, effectivement, il n'y avait que ça. Voilà. Et alors le deuxième livre, c'est donc Mythes et croyances dans l'ancienne France, qui, bon là, bon, me semble encore un petit peu curieux. C'est en quelque sorte une introduction au folklore français. Et à une époque où il y avait un intérêt pour effectivement ces traditions populaires de la part des historiens de l'EHESS. Bon, on va commencer par Jacques Le Goff, effectivement. Et donc, alors, c'était comme un accès donc rapide, bon, à tout ce qui est le folklore bon, de la vie humaine, bon, le folklore en marge de la religion, même les contes comme ça rapidement abordés. Et bon, j'ai compris là aussi l'intérêt, alors là dans le milieu universitaire, dans la mesure où au moins deux autres éditeurs m'ont demandé la même chose mais en plus développé. Bon, je n'allais pas refaire le folklore de Vangenep, donc c'est quelque chose d'autre que j'ai fait, qui est le livre qui très, très différent, le livre qui s'appelle Paroles païennes. Donc, voilà. Et donc, effectivement, à part ça, j'ai pu sortir, à partir de mon travail sur les archives Vangenep au musée des ATP, un volume, bon, pas très épais, de textes inédits, c'est-à-dire sur le livre de Vangenep, le folklore français, des bouts de textes, bon, jamais très longs, mais enfin qui sont des
façon un petit peu différente de ce qui est devoir, enfin peut-être préparatoire, qu'il a écarté, mais enfin qui était intéressant. Et donc une édition préparée, alors préparée quand même par les ATP très bien, avec une bibliographie impeccable, etc. Donc moi j'ai fait une introduction et j'ai choisi les textes. Donc, effectivement, quelque chose de plus, enfin, sur Vangenep. Voilà. Et puis, à part ça, à ce moment-là, donc, bon, oui, il y a eu donc ce colloque de Neuchâtel qui, bon, c'était une continuation un petit peu, et je l'avais fait un exposé, enfin, bon, pour l'exposition qui allait avec. Je fais bon, une introduction à Vangenep, enfin, à son œuvre, et puis pour le colloque sur les rites de passage, sur la notion de rite de passage, bon, j'ai exposé, et c'est là aussi que dans ce colloque que Pierre Bourdieu a proposé bon, sa révision disons de la notion de rite de passage. Et donc, il modifie un petit peu, mais de façon intéressante. Donc, il y a eu des suites quand même. Et puis, donc, avec, bon, effectivement, cette insistance de Vangenep, enfin, bon, peut-être j'ai fait ressortir sur sa notion de passage matériel. Bon, il dit le rite de passage, c'est proprement un passage matériel. Bon, un pont, une entrée, un arc, enfin, etc. Et il explicite pas trop, enfin. Et donc j'ai proposé après que peut-être ce passage matériel, en reliant de recherche, c'était le premier passage bon, de l'humanité, c'est-à-dire bon, le passage de naissance, enfin, bon, qui est un passage matériel, et que beaucoup de rituels enfin, reproduisent, c'est-à-dire passer bon, bon, au milieu d'un arbre écarté, enfin, bon, comme, etc. Donc, qui se retrouve dans quelque chose de tout à fait réel et matériel, en effet, mais que, bon, Genève insiste, mais sans que peut-être ce soit, enfin, disons que c'est mon explicitation, mais peut-être qu'il y en a d'autres, bien entendu. Cet article sur l'enfant et le fromage donc, fait partie du travail de ce groupe de travail que je réunissais et qui bon, n'a pu être publié que en 1988, donc plus tard, effectivement, un numéro. Où en particulier il y a un article très, enfin tous le sont pour moi bien sûr, un article très intéressant sur la coutume de l'enfant vendu qui a été donc écrit par une étudiante grecque, Egli Brouscou, qui avait fait une thèse avec moi. Et ce rituel pour des enfants bon, qui était pas bien portant après la naissance, enfin des difficultés, malades. Il y avait un rituel
qui était une vente factice de l'enfant à n'importe qui, quelquefois au premier venu, enfin bon, et qui l'achetait et qui devenait bon, un père ou une mère d'adoption en quelque sorte. Et après ça, l'enfant devait mieux se porter, comme si les parents ne lui convenaient pas et qu'il fallait en substituer d'autres, bon, symboliques. Et quelquefois, bon, ça se passait dans des villages, effectivement, il y avait un lien qui, du même coup, s'était établi. Et c'est des choses qu'on retrouve donc, dans d'autres sociétés, une vente factice de l'enfant. Et en fait, c'est pour lui donner symboliquement des parents sociaux, en quelque sorte, que peut-être les parents sont trop proches, enfin, de la biologie, de la naissance biologique. Et donc ça aussi, c'était un thème qui m'avait intéressée. Et alors d'autre part, j'avais trouvé alors chez les bouquinistes, les brocanteurs, des cartes postales à peu près d'époque 1900-1910 qui effectivement mettaient en scène en quelque sorte les ventes de l'enfant. Et en particulier, enfin, donc, celle-ci, qui m'avait paru très, très jolie, mais il y en avait, bon, j'avais une petite collection comme ça. Et pour ce numéro, donc, spécial de l'homme, j'avais eu l'idée, bon, que j'avais soumise à Lévi-Strauss, bon, d'une illustration en lui montrant, enfin il y en a d'autres à l'intérieur, en noir et blanc, en lui montrant cette carte postale. Et il avait tout à fait accepté de la mettre en couverture de l'homme, et ça a été la première couverture illustrée de l'homme qui avait bon, effectivement un logo depuis l'origine, c'est-à-dire celui-là. Et effectivement, ça m'a fait très, très, très plaisir. Et donc, bon, dire que Lévi-Strauss était prêt à entendre bon, des propositions même un peu farfelues, on dira. Voilà, donc si très bien. C'est une pièce historique en plus. Oui, oui. Absolument. Donc c'était drôle. J'avais même trouvé une carte postale, alors bon, contemporaine, ça c'est je dis 1900, bon peut-être avant 14. Et puis après, parce qu'il y avait aussi bon, un appel à la procréation, enfin bon, donc il y avait des cartes postales avec des couples qui venaient choisir dans un jardin d'enfants, avec les choux, etc. Un peu. Et mes contemporains, bon, un enfant nouveau-né, donc photographié sur le ventre, enfin bon, comme banalement, et avec un code barre sur la fesse, sur une des fesses. En même temps, à cette époque-là, dans cette période d'après-thèse, enfin, qui dure quand même quelques années, bien sûr, je suis revenue effectivement sur ces problèmes de naissance, et avec l'idée
de faire, alors là, à ce moment-là, la thèse d'État, qui était quelque chose d'inhumain, tout à fait en France, dans la mesure où il y avait une thèse principale, enfin, effectivement avec énormément de documentation, et puis une thèse complémentaire, bon, qui pouvait être plus sur des documents, mais enfin c'était un travail considérable, mais disons que, bon, pour évidemment gravir les échelons dans l'université, il fallait en passer par là. Donc, je crois que j'ai même déposé un sujet, toujours sous la direction de Claude Lévi-Strauss, toujours très gentil. Et puis, bon, peu à peu, j'ai pensé que c'était quelque chose d'impossible et qui allait peut-être m'enfermer, alors que oui, il y avait aussi autre chose qui m'intéressait dans ce domaine, c'était les contes, c'était la littérature orale. Donc, alors, quelques articles justement autour de cette... enfin, essayer de développer cette idée de stature droite, qui est celle de l'humanité. Bon, j'ai un article qui s'appelle Levana, qui était justement la déesse d'une naissance. Donc j'ai publié dans Annales à propos d'un rituel romain qui faisait qu'il fallait déposer l'enfant, bon, les garçons, hein, bien entendu, tout de suite après la naissance, enfin même. Bon, il y a un auteur qui dit encore rouge du sang de la mer. Pour voir s'il était droit, rectus est. Bon, donc. Pas mal formé, enfin bon, on interprétait comme ça, effectivement, mais effectivement, c'était plus pour vérifier que il pouvait acquérir, enfin on ne lui demandait pas tout de suite de se tenir droit, mais qu'il pouvait acquérir la stature droite. Et si il semblait déformé, le père ne le reconnaissait pas, et bon, alors les chroniques disent un esclave l'emmenait pour l'exposer à un carrefour, et donc il pouvait lui-même être recueilli pour être esclave, bien entendu. Enfin, bon, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la permission de rentrer dans la société, tout simplement. Et alors c'est après, enfin bon, en travaillant, enfin bon, à l'époque, sur le rameau d'or de Fraser, qui était réédité donc chez Lafon. Et on avait demandé à Michel Izard, donc africaniste, qui était au laboratoire, un ami, de faire des introductions à chaque volume. Et alors, il ne se sentait pas tout à fait compétent pour tout. Donc, africaniste, avait travaillé sur la parenté, la mythologie. Il m'a demandé de prendre en charge, si je voulais bien prendre en charge quelques volumes. Et nous avons vécu 2 années un peu difficiles parce que bon, les volumes devaient sortir assez rapidement pour que ça garde son unité. Et donc, tout à coup, on voyait l'échéance de notre volume arriver, un peu paniqué. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que, évidemment, j'ai pu étudier de près, enfin, ce rameau d'or. Bon,
qui est une branche de Guy, et c'est avec cette branche de Guy que Balder, le dieu scandinave, va être tué. Bon, donc, tout à coup, bon, aussi avec l'aide, bien sûr, de ce que dit Fraser, je me suis dit que le Guy était bon, il le dit lui-même, et c'est connu, est une plante extrêmement particulière, puisqu'elle ne pousse pas en terre, hein, donc elle ne pousse que sur les branches d'arbres apportées par les oiseaux dans leur fiente, donc, qui déposent des graines, et le gui pousse dans toutes les directions, c'est-à-dire n'est pas soumis en quelque sorte à la pesanteur et au mouvement inverse de la pesanteur qui est des plantes terrestres. Donc, donc du même coup, pour Fraser, c'était une plante qui rentrait facilement dans la mythologie, puisqu'elle était merveilleuse, très, très, très particulière. Et alors je me suis dit, au fond, elle est comme entre ciel et terre, comme l'enfant dans le sein de la mère, qui effectivement se retourne aussi, qui n'est pas soumis à la pesanteur et peut bouger, et donc en particulier fait ce mouvement de bascule au moment de la naissance, si tout se passe bien, bien sûr, où présidait la divinité Carmenta antevorta, postvorta. Voilà. Et bon, je fais tout un développement autour de ça dans cet article. Donc, j'ai dit aussi que, effectivement, Levana, donc la déesse, de oui, de l'élevage des enfants en quelque sorte, que élever un enfant c'est pas un vain mot, qu'il faut aussi que ça se rencontre dans des notions qui sont mythiques en quelque sorte. Une mythologie de la naissance. Bon, j'avais aussi travaillé sur l'enfant exposé, c'est-à-dire, bon, ces mythes extrêmement nombreux, d'enfants qui menacent la vie du père ou des parents et qui est abandonné dans un lieu très, très désert, recueilli, et là, il y a l'intervention de parents adoptifs en quelque sorte, et que la nécessité, aux parents qui ont donné naissance succèdent, même si ce sont les mêmes, des parents qui élèvent l'enfant, qui le nourrissent, qui le prennent en charge complètement. Et puis, j'ai même conservé un petit groupe de travail en plus de mon séminaire sur la naissance. On n'était pas nombreuses, puisque c'était effectivement féminin, mais sans exclusif, c'était l'intérêt. Sur aussi une sorte de théorie, alors là, de la procréation, qui, là aussi venant de l'Antiquité, mais qui reste quand même pendant longtemps, et peut-être dans le folklore, la question qui se pose, c'est la procréation, ce sont en quelque sorte deux liquides qui se rencontrent, et comment est-ce que
il peut y avoir solidification, enfin, pour faire le corps de l'enfant, passage du liquide au solide, et une métaphore est employée, c'est la métaphore du caillage du fromage qui part du lait, et avec un liquide qui est la présure, qui est agissant, et on compare le sperme masculin à ce qui agit enfin, sur la matière, une pure matière féminine. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans une enquête enfin, presque contemporaine au Pays Basque, de Sandra Hoth, je ne sais pas si, qui a publié un livre sur la question, que l'idée était présente parmi les bergers basques qui montent, qui fabriquent le fromage quand ils sont en montagne l'été, et qui revendiquent, enfin, hommes, de fabriquer seul le fromage. Le fromage fabriqué en hiver, éventuellement par les femmes, est beaucoup moins bon. C'est le seul. Bon, mais une étude absolument passionnante, enfin, où on retrouve l'idée aristotélésienne, c'est vraiment très, très curieux. Donc, voilà. Donc, à peu près tout donc, sur la naissance abandonnée. Voilà. Et pour passer à d'autres préoccupations.